Il existe un type de calme qui n'est pas de la paix, c'est de la survie. Pourquoi certaines personnes restent-elles sereines quand tout s'effondre? Pourquoi ne perdent-elles jamais le contrôle, même quand elles se brisent à l'intérieur? Est-ce de la force ou est-ce quelque chose de plus profond? Et si ce calme admirable était en réalité une réponse apprise au danger émotionnel? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette sérénité inébranlable que beaucoup appellent vertu, mais qui est née comme une défense. Beaucoup de gens croient que leur calme fait partie de leur personnalité, qu'ils sont simplement nés ainsi, équilibrés, rationnels, difficiles à perturber. Mais la vérité commence souvent bien avant que quelqu'un ne remarque cette sérénité. Tu n'as pas appris à être calme parce que le monde était sûr. Tu as appris à être calme parce qu'il ne l'était pas. Dans l'enfance, quand l'environnement émotionnel est instable, l'enfant comprend rapidement qu'exprimer trop de choses peut aggraver la situation. Peut-être y avait-il des cris, peut-être des silences froids, peut-être de la tristesse, une addiction, un stress constant ou une figure imprévisible dont la réaction n'était jamais claire. Dans cet environnement, pleurer n'apportait pas toujours de réconfort. Parfois, cela apportait plus de tension. Et l'enfant apprend. Il apprend que montrer sa peur peut déclencher de la colère, que pleurer peut générer du rejet, que s'énerver peut devenir une punition. Alors il commence à se réguler seul. Pas parce qu'il est prêt à le faire, mais parce que c'est nécessaire. Alors que d'autres enfants apprennent à identifier leurs émotions, tu as appris à les contenir. Alors que d'autres étaient à consoler, tu devenais celui qui ne causait pas de problème. Ton visage est devenu neutre, ta voix stable, ton corps immobile. Le calme est devenu une stratégie. Ce n'était pas de la paix intérieure, c'était de la vigilance. C'était observer chaque ton de voix, chaque geste, chaque changement dans l'environnement pour anticiper le danger émotionnel. C'était apprendre que le contrôle garantissait la stabilité. Avec le temps, cette stratégie est devenue une identité. Les gens ont commencé à l'admirer. Tu es si fort. Tu ne t'emportes jamais. Tu sais toujours quoi faire. Et tu as accepté ce rôle. Mais au fond, ce calme est né d'une conclusion silencieuse. Trop ressentir était risqué. Tu n'as pas choisi d'être le fort. Tu as appris que c'était la seule façon de rester en sécurité. Dans une enfance saine, la régulation émotionnelle ne s'apprend pas dans la solitude. Elle s'apprend à travers l'accompagnement. Quand un enfant tombe et pleure, un adulte le soutient, le calme, lui transmet quelque chose d'essentiel. Cela passera. Tu es en sécurité. Ce processus s'appelle la co-régulation. C'est la base sur laquelle le système nerveux apprend que la détresse est temporaire et que le soutien existe. Mais quand l'environnement est chaotique ou émotionnellement imprévisible, quelque chose d'autre se produit. Si l'adulte est débordé par sa propre colère, sa tristesse, son addiction ou son stress constant, les émotions de l'enfant ne trouvent pas de contenance. Parfois, elles deviennent même une menace pour la stabilité de l'adulte. Le message implicite est clair. Ne ressens pas tant. Ne sois pas un fardeau. Ne complique pas davantage les choses. Et le cerveau de l'enfant s'adapte. L'amygdale, chargée de détecter les menaces, commence à associer l'expression émotionnelle au danger. Pas un danger physique, mais un danger relationnel. Rejet, cri, distance, désapprobation. Chaque geste, chaque silence prolongé, chaque changement de ton devient un signal qui doit être interprété rapidement. Au même moment, le cortex préfrontal, responsable du contrôle et de la régulation, s'active de manière excessive. Mais pas pour traiter les émotions, plutôt pour les supprimer. Pour arrêter les pleurs avant qu'ils ne sortent, pour contenir la rage, pour éteindre la peur. Quand lutter ou fuir ne sont pas des options possibles, parce que tu ne peux pas affronter celui qui s'occupe de toi ni lui échapper,
le système nerveux recourt à une autre stratégie, le figement. C'est la réponse d'immobilisation. L'émotion s'aplatit, le corps reste immobile, l'esprit observe de loin. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que ton système a appris à se déconnecter pour survivre. Avec le temps, cette adaptation devient automatique. L'hyperrégulation émotionnelle s'installe comme une norme. De l'extérieur, cela ressemble à de la maturité. De l'intérieur, c'est une vigilance constante. Ton cerveau n'a pas échoué. Il a fait exactement ce qu'il devait faire pour te protéger dans un environnement imprévisible. Le problème est que ce qui était utile dans l'enfance peut devenir une barrière à l'âge adulte. Parce que s'adapter ne signifie pas toujours être authentique. À présent, tu es un adulte, fonctionnel, responsable, celui qui garde la tête froide quand tout se complique. Quand il y a une crise au travail, on t'appelle. Quand la famille se dispute, tu es le médiateur. Quand un ami s'effondre, tu le soutiens. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu as toujours été celui qui ne perd pas le contrôle. Mais cette force a un coût silencieux. Presque personne ne te demande si tu vas bien, parce que tu sembles toujours l'être. Tu peux écouter les traumatismes les plus profonds des autres, mais rarement quelqu'un explore les tiens. Tu as appris à occuper le rôle de régulateur émotionnel collectif, tandis que tes propres émotions restent au second plan. Sous un stress intense, tu n'exploses pas, tu t'éteins. Tu deviens plat, distant, difficile à atteindre émotionnellement. De l'extérieur, tu sembles incroyablement serein. À l'intérieur, tu peux avoir l'impression de t'observer de loin. C'est la même réponse de figement que tu as apprise il y a des années. Parfois, tu ne te souviens même pas clairement de certains moments critiques. Pas parce que tu n'étais pas là, mais parce que ton système a décidé d'amortir l'impact. Il peut aussi arriver quelque chose de déconcertant. Tu ne parviens pas à pleurer quand tu penses que tu devrais le faire. Lors d'une perte, lors d'un adieu, dans un moment douloureux. Tu penses que tu devrais ressentir plus. Mais le vide apparaît. Ce n'est pas de la froideur. C'est un système nerveux qui a appris à déconnecter l'intensité émotionnelle pour rester stable. Et quand les autres interprètent ton calme comme de l'indifférence, la blessure est double. D'abord, tu as dû apprendre à supprimer ce que tu ressentais. Ensuite, tu es jugé pour l'avoir fait trop bien. Demander de l'aide peut s'avérer inconfortable, voire menaçant. Tu as été le fort pendant si longtemps qu'admettre ta fragilité semble être une trahison envers ton identité. Minimiser devient automatique. Je vais bien, ce n'est rien, je gère. Même quand ce n'est pas vrai. Dans les relations, un autre paradoxe peut apparaître. Ce qui est stable et prévisible semble parfois étrange, voire ennuyeux. Ce qui est turbulent, imprévisible, émotionnellement volatile, paraît familier. Pas parce que tu le souhaites consciemment, mais parce que ton système reconnaît ce terrain. Tu sais comment gérer le chaos. Tu as appris à le faire dès ton plus jeune âge. Et peut-être le plus difficile, quand quelqu'un te demande comment tu te sens, tu restes sans voix. Tu ne caches rien. Tu ne sais simplement pas l'identifier clairement. Tu peux expliquer ce que tu penses, analyser la situation avec une logique impeccable, mais mettre un nom sur ce qui se passe en toi est une autre histoire. Ton calme ne signifie pas une absence d'émotion. Cela signifie que tu la traites en silence, sans la montrer, sans la partager. Et ce qui a commencé comme une survie définit maintenant la façon dont tu es en relation avec le monde. Ce que tu vis n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. L'amygdale, le système d'alarme du cerveau, a appris très tôt à scanner constamment l'environnement à la recherche d'un danger émotionnel. Pas un danger physique, mais des signaux subtils. Un changement de ton de voix, un regard différent, un silence trop long. Pour ton cerveau, l'imprévisibilité signifiait une menace.
C'est pourquoi tu as développé une vigilance silencieuse. Rester calme n'était pas facultatif, c'était préventif. Si tu restais stable, tu réduisais le risque que la situation dégénère. Au même moment, le cortex préfrontal, chargé de la pensée rationnelle et du contrôle, est devenu extrêmement efficace. Mais au lieu de t'aider à traiter les émotions, il a appris à les bloquer avant qu'elles n'émergent. Il intercepte les pleurs, il contient la rage, il fait taire la peur. Cela explique pourquoi tu peux agir avec clarté dans des moments qui paralysent les autres. Ton système de contrôle entre en action avant que l'émotion ne devienne visible. Cependant, quand lutter ou fuir n'étaient pas des options possibles dans l'enfance, ton système nerveux a adopté une autre stratégie. L'immobilisation. C'est l'état d'extinction. Ce n'est pas de la panique, ce n'est pas non plus un vrai calme, c'est de la déconnexion. Dans cet état, le corps réduit l'intensité émotionnelle pour survivre. La réponse au stress s'aplatit. Le cortisol peut rester chroniquement élevé ou, au contraire, devenir insensible. L'organisme apprend à ignorer sa propre alarme. C'est pourquoi tu peux traverser des situations objectivement stressantes sans montrer de signes extérieurs de détresse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Cela signifie que l'impact se produit de manière interne, de façon amortie. Ton corps garde une trace de tout. Le calme n'est pas l'absence de peur. C'est une peur gérée en silence. Mais ici apparaît un point crucial. Le cerveau n'est pas statique. Les réseaux neuronaux qui se sont formés par nécessité peuvent être modifiés. La neuroplasticité permet au système d'apprendre de nouvelles réponses. Ce qui a été de la survie n'a pas à être une sentence permanente. Guérir l'hyperrégulation émotionnelle ne signifie pas cesser d'être fort. Cela signifie élargir ta capacité à ressentir sans que cela soit perçu comme un danger. Ce n'est pas un changement brusque. C'est un processus graduel de réentraînement du système nerveux. La première étape est de revenir au corps. Pendant des années, tu as appris à ignorer ces signaux. Maintenant, tu as besoin de les écouter. Remarquez la tension dans la poitrine, le vide dans l'estomac, la chaleur sur le visage. Sans juger, juste observer. Les émotions vivent dans le corps avant de devenir des mots. Ensuite vient quelque chose d'apparemment simple mais profondément difficile. Nommer ce que tu ressens. Pas bien ou pas mal, mais des nuances plus précises. Inquiet, submergé, triste, irrité, confus. Donner un nom actif des circuits cérébraux différents. Ce qui est nommé devient traitable. Il est également essentiel de permettre de petites libérations émotionnelles dans des contextes sûrs. Si pleurer était dangereux dans le passé, ton système a besoin d'apprendre que ce ne l'est plus maintenant. Il se peut qu'au début, rien ne vienne, ou qu'il vienne trop de choses. Les deux réponses sont normales. Tu es en train de dégeler un mécanisme ancien. Une autre partie cruciale est la co-régulation à l'âge adulte. Laisser quelqu'un d'autre soutenir ta vulnérabilité. Partager quelque chose de réel sans le minimiser. Résister à l'urgence de dire que tout est sous contrôle. Ressentir l'inconfort d'être vu sans l'armure du calme parfait. Enfin, activer doucement le système nerveux aide à sortir de l'état d'extinction. Un mouvement physique intense, une respiration consciente, des sons, une stimulation bilatérale. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des interventions physiologiques qui envoient un signal clair au corps. Tu es maintenant en sécurité. La guérison ne te rend pas fragile. Elle te redonne accès à toute l'étendue de tes émotions. Elle te permet de vivre la peur sans te désintégrer, la tristesse sans t'effondrer, la joie sans culpabilité. Tu n'es pas en train d'apprendre à perdre le contrôle. Tu apprends à ressentir sans que cela signifie un danger. Si tu as toujours été la personne calme, celle qui ne s'effondre jamais, celle qui soutient tout le monde, il est important que tu comprennes quelque chose d'essentiel.
Ton calme n'était pas le problème. C'était la solution à un environnement qui exigeait trop de toi. Tu as appris à rester ferme parce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire. Tu as appris à taire tes émotions parce que les exprimer n'était pas sûr. Tu as appris à tout porter à l'intérieur parce que perdre le contrôle semblait signifier perdre l'amour, la stabilité, l'appartenance. Et tu as survécu. Mais survivre n'est pas la même chose que vivre. Maintenant, remettre en question ce calme automatique n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est choisir d'expérimenter ce que, pendant des années, tu as dû anesthésier. C'est t'autoriser à être humain sans l'obligation d'être inébranlable. Tu n'as pas besoin de cesser d'être fort, tu as juste besoin de cesser d'être invulnérable. Peut-être que le véritable acte de courage n'est pas de toujours garder sa contenance, mais de permettre à quelqu'un, pour la première fois, de voir ce que tu ressens vraiment, et de comprendre que ressentir ne te rend pas fragile, cela te rend complet.